Bonjour, nous sommes Sandrine et Silver du blog voyagerosetats-unis.com. Après près de 30 ans passés sur les routes américaines avec nos 4 enfants et près de 15 ans à accompagner des voyageurs dans la préparation de leur périple aux USA, nous voici à partager avec vous notre expérience et surtout notre passion des États-Unis. Alors c'est parti, laissez-nous vous faire voyager aux États-Unis. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast. Bonjour. Alors aujourd'hui Silver, nous avons décidé d'emmener nos auditeurs à travers nos voyages exploratoires. Je m'explique. Nous sommes partis en mai dernier faire un voyage exploratoire de 10 jours en Floride, tous les deux. Et nous partons demain pour un road trip estival de 31 jours avec nos jumelles pour une boucle Chicago. Donc, ce sont bien 2 voyages aux États-Unis, mais il y a une différence entre ces 2 périples, que ce soit dans leur objectif, leur préparation et sur place. Donc Silver, es-tu prêt à replonger dans les coulisses de nos voyages exploratoires ? Sans problème. Ok, alors c'est parti. Alors tout d'abord Silver, j'aimerais que tu expliques pourquoi nous faisons des voyages exploratoires. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que nous on appelle voyage exploratoire? Alors, il faut vraiment voir que nous on a démarré le voyage aux États-Unis comme tout le monde. C'est des voyages normaux où on partait pour notre propre plaisir, explorer différentes régions avec plus ou moins de préparation, mais toujours orienté sur ce qu'on avait envie de voir, de faire, etc. Et en fait, notre façon de voyager, elle a commencé à évoluer progressivement lorsque on a démarré le blog et que du coup on alimentait en information ce blog, et puis progressivement qu'une activité professionnelle s'est greffée sur le blog, l'écriture de circuits, de carnets de route et le coaching, donc l'accompagnement de voyageurs aux États-Unis. Au fur et à mesure qu'on développait cette activité, alors certes on avait une connaissance assez approfondie du voyage aux États-Unis, on voyageait depuis très longtemps et on avait fait beaucoup de voyages aux États-Unis, mais au fur et à mesure, en fait, plus on le faisait, plus on sentait qu'il y avait des manques, qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément testées, qu'il y avait des régions qu'on connaissait moins bien que d'autres, etc., etc. Et on avait vu aussi en fait qu'on était beaucoup plus convaincant quand on avait fait les choses. Bien sûr, quand on proposait des choses qu'on avait vraiment, une balade qu'on avait faite. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, on a commencé d'abord à changer un peu, à modifier notre façon de voyager. Et lorsque l'on faisait des nouveaux voyages, on avait toujours dans un coin de la tête que cette information qu'on récoltait et que tout ce qu'on voyait pouvait alimenter cette activité qui était alors naissante. D'ailleurs, on demandait toujours aux enfants, à chaque fois, la question à la fin d'une activité ou d'une journée, on demandait aux enfants valider ou pas pour les clients. Et c'était la question récurrente. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'est même rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'informations ou de choses qu'on avait du mal à caser dans nos voyages habituels. Et on s'est posé la question d'aller faire des voyages qu'on aurait appelés voyages exploratoires, qui étaient spécifiquement dédiés à récolter des informations pour enrichir notre activité professionnelle qui devenait de plus en plus importante sur voyager aux États-Unis. Et donc, on a eu ce premier voyage exploratoire qui a été à New York. Voilà. Donc, New York, qu'on connaissait déjà très bien. C'était pas qu'on avait besoin de plus d'informations sur New York, mais en fait, on avait élaboré nos premiers circuits de découverte de la ville. Et on s'est senti le besoin d'aller les tester sur place, de vérifier la longueur, le rythme, et puis certaines adresses qu'on proposait, d'aller goûter, etc., etc. Donc on est parti sur très peu de jours, 4-5 jours. Ouais. Et on a, pendant ces 4-5 jours, on a fait que tester nos adresses. 30 km par jour, je crois. On a beaucoup marché, on a tout testé, on est revenu et on avait noté plein d'informations dans ce voyage et qui nous a permis d'améliorer, de perfectionner nos circuits, de choisir entre certaines adresses et autres. D'ailleurs, pour New York, on a fait un deuxième voyage exploratoire où là justement on essayait on voulait proposer de nouveaux circuits et on en parlera un petit peu plus après. Donc on avait fait 2 voyages exploratoires sur New York. Et surtout le deuxième, il était post-Covid. Ouais. Et du coup, on voulait revérifier l'état de la ville, de l'ambiance, des adresses et tout retester, ce qui avait été possible par ce voyage. Et après, du coup, on en a fait d'autres. On a fait un en Floride, en mars. Ouais, on était parti une dizaine de jours. On avait aussi tenté le camping, justement, comme voilà, c'était en mars. On voulait tester le camping en Floride, ce qu'on ne peut pas faire en été,
été. Nous, on part toujours avec les enfants en été, mais du coup, on pouvait pas voir est-ce que c'était bien de camper en Floride. On voulait tester de nouvelles activités, on voulait tester une autre saison, donc on avait fait ce petit voyage totalement dédié à récolter de l'information. Puis l'année suivante, on avait décidé aussi l'hiver d'aller en Californie, faire la côte californienne justement. Oui, on avait justement à tester nos circuits de San Francisco, de Los Angeles et de Las Vegas, je crois. Et puis on voulait aussi valider la Californie en cette saison, ce qu'on ne connaissait pas. On connaissait que la Californie au printemps ou en été. Et donc on voulait regarder ce qui était faisable et intéressant à faire ou pas en hiver. Alors là, effectivement, je pense que tu parles, on a fait 2 voyages exploratoires, effectivement. Il y en avait un, c'était la côte californienne, comme ça, et l'autre, quand tu parles de Las Vegas et San Francisco. Ah oui, c'était quand on avait fait le Grand Canyon. En plus. Voilà, mais on avait testé, tu as raison, les circuits sur Las Vegas, et on avait remis à jour ceux de San Francisco. Voilà, ça. On a fait aussi une partie, un voyage exploratoire en pays amish. Oui, on a fait toute la Pennsylvanie, en fait toute la région entre New York et Washington, en passant surtout par Philadelphie, Lancaster, Harrisburg, etc. Et en fait, on voulait voir si on pouvait étendre, pour des gens qui faisaient New York, étendre sur le bas de la région nord-est. On connaissait déjà Boston, on connaissait les régions du nord, et du coup on a fait ce voyage exploratoire. On a fait, alors là, il y a un voyage qui est entre deux en fait. C'est l'entre-deux, c'est notre voyage estival de l'été dernier à Hawaï. Là, c'était en fait, c'était notre voyage classique en fait de l'été en famille, mais c'était aussi un voyage exploratoire. C'est vrai. Oui, puisque c'était une région qui, pour le coup, on ne connaissait pas du tout, dans laquelle on se disait à l'époque que probablement on ne retournerait jamais. Donc, on voulait vraiment en profiter pour que ce soit un vrai voyage exploratoire, mais aussi un voyage de découverte et de plaisir parce qu'on découvrait cette nouvelle. Donc c'était un voyage un petit peu entre les deux. Bon, finalement, on y retournera. Donc la question est quand la question est on n'est pas encore d'accord. Mais si, on est d'accord bientôt. Oui, c'est vrai. Et enfin, le tout dernier voyage exploratoire, c'était en mai dernier en Floride. Oui, c'est un voyage exploratoire qu'on a décidé de faire justement lorsqu'on est revenu de Hawaï. On a senti que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé en Floride, en tout cas dans la péninsule de Floride. On était allé dans la Panhandle de Floride l'été précédent quand on avait fait le Texas et la Louisiane. Mais la péninsule de Floride, région qu'on connaît pour le coup très 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 bien, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'y était pas allé. Donc on voulait reprendre le pouls et puis surtout comparer avec Hawaï qui était encore tout frais pour nous, tester de nouvelles choses. Tester des réaménagements de circuits qu'on a fait. Donc il y avait beaucoup de choses à voir et on s'est dit allez, on part 10 jours en mai, ce qui nous a permis aussi de tester une autre saison intermédiaire entre mars qu'on connaît et l'été qu'on connaissait bien. Donc voilà, c'était l'objet de ce séjour qui a été très réussi. Voilà, mais pour terminer quand même, on peut quand même dire qu'il y a des différences effectivement entre les voyages classiques et les voyages exploratoires, mais de plus en plus quand même, il y a quand même une partie exploratoire, il y a toujours une partie exploratoire dans nos voyages classiques. Oui, tout à fait. Quand on part en famille en été, aujourd'hui, en fait, on ne peut plus le faire sans avoir une part d'exploratoire, c'est-à-dire une part du voyage qui est quand même orientée. En fait, on profite. On ne choisit pas forcément les régions par rapport à ce qu'on a besoin pour notre activité professionnelle, mais une fois qu'on est dans la région, eh bien, on va faire telle activité qu'on n'aurait pas fait forcément si c'était que pour nous, tel événement ou tel détour ou tel test. Et il va y avoir une dimension exploratoire, même si le voyage reste sur un rythme qui n'est pas celui qu'on va vous décrire après pour les voyages mais par exemple, là, cet été, quand on va partir, on a prévu 3 jours dans la région en dessous de Washington, la région de Richmond, de Norfolk, où là, on a 3 jours pour faire de nombreux villages historiques, effectivement, que l'on va tester. Ça, normalement, dans un voyage spécial, on met une visite de village. Normal. Voilà, oui, c'est ça. Et là, on en a 3. Pourquoi 3 ? Parce qu'effectivement, on veut les tester pour nos clients et se dire... c'est celui-ci qu'il faut faire. Voilà, on veut pouvoir donner une information de première main sur ce que nous, on conseillerait de faire, parce que évidemment, tout le monde ne va pas tous les faire parce qu'il y a trop de choses, mais il y a du choix, donc on veut pouvoir être à même de donner un avis éclairé, parce qu'on aurait fait tout, exactement comme à New York, par exemple. Si nous, on vous propose un observatoire plutôt qu'un autre en haut d'un haut building, c'est parce qu'il y en a 5 et qu'on a testé les 5.
Si on n'avait testé que Et 2... et que généralement, vous n'aurez pas le temps de faire les 5. Voilà, et personne... pas forcément l'envie. voilà. Et peut-être pas l'argent non plus. non plus. Et en fait, personne ne fait les 5, sauf quelqu'un qui voudrait vraiment les comparer. Et donc, l'objet de nos voyages exploratoires, typiquement, c'est de faire les 5 pour pouvoir donner un avis vraiment précis et de qualité. Parce que ce qu'on a vu aussi, Siver, c'est que quand on conseille les clients, quand même, on arrive beaucoup plus à convaincre les clients par rapport à une balade ou une activité quand on l'a faite, que quand on l'a pas testé. Alors quand on les propose, c'est qu'on sait qu'elles seront bien, mais quand même, quand on l'a vécu, a priori, notre enthousiasme est beaucoup plus éloquent. C'est clair que c'est pas la même chose, d'où l'objet de ces voyages spécifiques. Et d'ailleurs, alors quand on dit que notre façon de voyager a évolué avec ça, c'est même maintenant en dehors de ces voyages aux États-Unis, parce qu'on se dit, bon, les voyages aux États-Unis, ça a toujours une relation avec notre activité professionnelle, mais maintenant, même quand on voyage en dehors des États-Unis, dans des endroits qu'on ne proposera probablement jamais à des clients. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais bon. Eh bien, on se retrouve happé par cette façon de préparer d'une part, mais aussi une fois sur place, on se retrouve à avoir des réflexes qu'on ne devrait pas avoir, puisque ça n'a aucun sens. Quand on est allé rejoindre notre fille pour quelques jours à Hong Kong, quand elle faisait ses études à la fin de l'automne dernier, effectivement, plusieurs fois on était là et puis on avait du mal à trouver. Et puis après on dit ah oui, donc en fait il faut prendre l'escalier, on descend au 3e sous-sol et là on peut trouver, etc. Ah, ouais, il faut vraiment noter ça, c'est important à dire pour les clients. Et après on se dit tout de suite après on se dit ben non, on n'en voit personne à Hong Kong ici, on n'a pas besoin de noter ça et il n'y a pas d'intérêt. Et même quand on commandait dans les restaurants, on regardait la carte, je serais bien tenté par ça, mais je pense que c'est plus intéressant que je teste ça donnera plus de diversité et de choix aux clients parce que ça j'avais déjà goûté. Puis après on se dit mais non, en fait il n'y a pas de clients, on ne voit personne ici, prends ce que tu veux, on est en vacances, mais non, maintenant n'arrive pas, voilà, c'est juste impossible. On est programmé pour récolter de l'information, pour alimenter de futurs circuits, comparer, effectivement, comparer, etc. Même quand c'est pas le cas. Voilà, et alors on va juste revenir un petit peu à Hawaï, qui était à la fois notre séjour familial aux États-Unis l'été dernier, mais aussi un voyage exploratoire où là on avait justement essayé, on avait mis 2 semaines pleines à Oahu, à Honolulu, effectivement, pour rester. On s'est dit là, bon, nos clients généralement on les fait, ils y restent 1 semaine, donc nous on va rester 2 semaines. Et comme ça, on va tester encore plus d'activités et on pourra faire le tri pour justement leur proposer une semaine. On voulait avoir du choix pour pouvoir proposer ce qui nous semblerait le mieux. Voilà. Sauf que... Au bout de 15 jours, on s'est aperçu que c'était les premiers 15 jours de nos vacances. Et qu'on n'enlevait rien du tout. Incapable d'enlever une journée. Toutes les journées étaient top. Et heureusement que dans les îles suivantes, on a eu des choses encore mieux. Qui nous ont permis de dire ok, donc ouais c'était top telle activité, mais elle est tellement mieux dans l'île d'après qu'on peut la retirer de la première. Voilà. Donc voilà, pour conclure. Là, je te propose, Siver, effectivement, de revenir justement aux objectifs de ces voyages exploratoires. Moi, le premier objectif que je vois, c'est qu'en fait, on peut tester plusieurs saisons. Parce qu'en fait, nous, effectivement, l'essentiel de nos clients partent l'été. C'est pour des séjours. Mais on a quand même certaines personnes qui partent en automne, à Noël, février, et au février. Toussaint, voilà. Et donc, il est important, effectivement, de savoir sur place comment ça se passe, parce qu'il y a quand même des modifications à faire. Ce ne sont pas les mêmes voyages, un voyage hivernal et estival. Comme nos séjours principaux, les séjours qu'on fait en famille, qui sont des séjours de longue durée, on part généralement entre 4 et 8 semaines, des fois un peu plus, l'été. Comme ces séjours ont toujours lieu l'été, pour cause logique de vacances scolaires, et bien effectivement il y a des régions qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très mal à d'autres saisons, et bien du coup ces voyages exploratoires on les fait en saison décalée et ça nous permet de tester quel va être l'impact des conditions climatiques, de la température de l'eau en Floride, qu'est-ce qu'on peut faire en Californie à telle ou telle saison. Et ça c'est important, la durée des journées aussi par exemple. En été les journées sont longues, en hiver les journées sont plus courtes. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Si vous allez à New York en hiver, effectivement vos journées seront réduites pour les circuits. Dans les saisons plus hivernales, les activités aquatiques sont également beaucoup plus réduites. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme alternative qu'on va pouvoir proposer?
Aussi, on Il va... y a aussi en termes de pression touristique, c'est pas la même, effectivement. En été, il y a beaucoup de touristes et après, d'autres saisons, alors peut-être il y a une raison aussi parfois pourquoi la pression touristique est moindre, mais on peut voyager de manière plus agréable. Et ça peut être aussi l'inverse. En Floride, c'est plutôt l'inverse. La pression touristique est moins forte Oui. en été. Et du coup, c'est important, nous, de mesurer ce que c'est qu'une saison avec plus de monde pour voir ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Alors, tu as parlé effectivement des activités qui étaient différentes, mais il y a aussi des événements qui sont différents. Effectivement, parce que si on veut assister à un match de hockey sur glace, eh ben, dans ce cas-là, ce sera impossible en été. Hein. Ouais, en été, il y a assez peu de sport. En fait, à part le baseball, toutes les autres saisons régulières sont interrompues. Donc, si on veut des matchs de basket NBA, si on veut des matchs de hockey, si on veut des matchs de football américain, ben, grosso modo, ça redémarre entre septembre et octobre. Et ça s'arrête quelque part entre février et mai. Et donc, du coup, quand on ne part que l'été, il y a plein de choses qu'on ne peut pas tester, pas voir, pas faire l'expérience. Et ces séjours exploratoires sont pour nous souvent l'occasion d'aller tester des événements qu'on n'aurait pas forcément en été. Voilà. Donc là, on a parlé effectivement, ça nous permet ces voyages exploratoires de tester différentes saisons. Ça nous permet aussi, on a parlé un tout petit peu dans l'introduction, mais d'explorer de nouvelles zones géographiques. Oui, il y a des zones qu'on va avoir du mal à faire en été pour plein de raisons avec les enfants. Et donc, du coup, on peut profiter d'un voyage exploratoire pour aller étendre certaines zones. C'est ce qu'on avait fait, par exemple, lors du voyage qu'on a évoqué tout à l'heure en Pennsylvanie. Et voilà cette volonté de se dire, ok, les gens vont à New York, mais depuis New York, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Alors, on connaissait un peu plus vers le nord, on connaissait Boston, la White Mountain et tout ce qui se trouve au nord de New York, mais finalement... On connaissait Washington, mais pas... On connaissait Washington il y a très longtemps, c'est vrai. donc on voulait le refaire et puis voir comment on pouvait enchaîner tout ça. Et là, on avait fait ce petit périple entre New York et Washington en passant par la Pennsylvanie, Lancaster, Philadelphie, tester cette ville. Est-ce qu'il y a une différence forte avec New York et Washington? Est-ce que ça présente un intérêt par rapport à Boston? Oui, du point de vue historique, on voulait tester effectivement l'intérêt historique de Philadelphie par rapport à Boston, et on n'a pas été déçus. Et aussi, on voulait aussi tester l'authenticité du pays Amish, parce que c'est vrai qu'on avait l'image qu'on voit un peu partout du pays Amish, mais on voulait savoir est-ce que vraiment le pays Amish était Amish. Voilà, et ça typiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à distance. Il n'y a qu'en allant sur place qu'on peut se rendre compte, est-ce que vraiment c'est ultra touristique et il n'y a vraiment plus aucune authenticité ou est-ce que c'est Disneyland ou voilà. Et la réalité, c'est qu'on découvre que c'est les deux. C'est vraiment ultra touristique, mais en réalité, l'authenticité, elle demeure parce que les gens sont vraiment là, ils sont vraiment chez eux, ils vivent comme ça et il y a une sorte de mélange des genres assez étonnant, mais qui fonctionne et qui fait que la région est assez agréable à visiter. Et en fait aussi, quand on veut tester une nouvelle destination, on se pose toujours la question de ce qu'elle apporte par rapport aux destinations qu'on propose déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les road trips de nos clients, et les nôtres aussi, sont en temps limité, même s'ils peuvent paraître longs de temps en temps, même si c'est 2 mois ou comme ça, enfin souvent c'est plus 2 semaines ou 3 semaines, hein, quand même. Il faut toujours, si on choisit une destination, en fait, c'est mettre une croix sur une autre. Du coup, il y a toujours une décision à prendre et donc il se pose toujours la question de qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle destination. Et à quoi on la compare. Et donc ça, c'est effectivement tout à fait important pour nous. C'est exactement la même chose au niveau des régions que ce que j'ai décrit au niveau des observatoires de New York. On peut parler des observatoires et en conseiller un parce qu'on a fait les 5. Et donc on peut comparer les 5. Nous, c'est pareil. Pour les régions, on peut conseiller plutôt la Pennsylvanie que le Massachusetts ou plutôt celle-là que celle-là parce qu'on a fait les 2, les 3, les 4, les 5. Et donc, on a cette capacité à les comparer entre elles. Et on peut dire, OK, c'est bien, mais à choisir entre les deux, celle-ci est quand même plus intéressante. Ou donc pour un premier voyage ou pour un second voyage. Exactement. De la même façon, est-ce que le dernier voyage exploratoire en Floride, qu'on connaissait bien déjà, mais qu'on a fait après Hawaï, ça nous a permis de savoir est-ce que effectivement quelle est la différence entre Hawaï et la Floride. Oui, on se posait réellement. On fera un podcast à ce sujet. Ouais, mais on se posait réellement la question de savoir si une fois qu'on est sorti d'Hawaï, on était tellement bluffé, on s'est dit mais est-ce qu'on peut retourner en Floride et trouver ça bien quand même.
Parce qu'on adorait la Floride avant. Hein. Voilà, c'est une région qu'on adore, mais Hawaï était tellement fou qu'on s'est posé cette question et du coup on a pu répondre à cette question en allant en Floride. Et ce sera l'objet d'un prochain podcast. Il y a aussi l'idée qu'on va approfondir des lieux qu'on connaît déjà bien, mais donc justement on va y retourner en fait, le problème, dans des lieux qu'on connaît bien, quand on y va en été, on a envie de refaire des choses qu'on adore. Et du coup, ça nous prend du temps. Dans les voyages exploratoires, on s'interdit de refaire des choses qu'on a déjà fait. On ne fait que du nouveau. Donc normalement, on ne teste pas des chaînes que l'on aime bien, Silver. Mais on ne le fait pas. Presque pas. Et à un moment donné, il faut bien se nourrir. Voilà. Mais donc, par exemple, effectivement, quand on est retourné en Floride sur 10 jours, grosso modo, on n'a fait aucune sortie en kayak qu'on avait déjà fait. On n'a fait que de nouvelles sorties en kayak. Alors, ce voyage exploratoire était très thématisé quand même. Hein. On a fait beaucoup de kayak. On a fait beaucoup de kayak. Ça faisait partie des choses. On voulait tester des nouvelles options complémentaires. On en a trouvé des exceptionnelles. En fait, elles étaient toutes très bien. Mais il y a quand même des petites gradations ou des différences qui fait qu'on peut conseiller plutôt les unes, plutôt les autres. Mais donc, du coup, on va tester beaucoup de choses identiques sur le papier pour pouvoir nous ensuite ajuster et proposer aux gens ce qui est le mieux pour eux. Et après effectivement on regardera par rapport à la localisation, par rapport à l'itinéraire des clients, est-ce que l'accès est facile ou pas, est-ce qu'on peut facilement l'intégrer, les types de paysages et est-ce que aussi la flore qu'on va découvrir sera intéressante par rapport aux autres balades, est-ce que la faune, est-ce qu'on va réussir à rencontrer la faune, ça on aime bien, hein, Silver, effectivement rencontrer lors des voyages. Et aussi, on regarde le niveau de difficulté. Est-ce que c'est du kayak ou une balade facile? Et enfin, le prix. Parce que ça, c'est aussi important, hein, Silver. Alors, Silver, maintenant, une fois qu'on a fait... qu'on a réussi à trouver donc d'autres balades, d'autres activités à faire, il y a quand même un constat qui est là, c'est qu'en fait, on a encore plus maintenant de propositions à faire à nos clients. Et il faut dire qu'on est un peu frustré. Hein, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de choses à proposer. Les gens n'ont pas un temps illimité. Donc on essaye de proposer ce qui nous paraît le mieux. Alors c'est vrai que des fois c'est frustrant parce qu'il y a des choses qu'on voudrait proposer qu'on ne peut pas proposer. Et il y a aussi la frustration qui provient du fait que on a ce problème avec les clients qui ne veulent absolument pas de répétition. Ouais. Par exemple, effectivement, ils voudraient pas faire plusieurs plages en allant en Floride. Ça c'est arrivé. Mais alors non, ça arrive rarement quand même. Les gens acceptent de faire plusieurs plages. Non, quand même. De temps en temps, moins. Non, mais il y a certains qui... Si. Et dans ce cas-là, effectivement, on leur explique à chaque fois que c'est des plages différentes. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Mais les gens ont cette habitude d'aller dans un séjour à la plage. Ils vont aller à la plage tous les jours. Ça les choque pas. En revanche, quand on propose de faire du kayak et 2 jours après de refaire du kayak, là ils disent mais on en a déjà fait. Ou du tubing. Et ils disent mais on en a déjà fait. Et là on leur dit oui mais on en a déjà fait mais c'est pas le même endroit. C'est pas la même balade et c'est pas la même randonnée. C'est-à-dire que quand on fait des randonnées dans les parcs dans l'Ouest américain ou des plages en Floride, les gens acceptent l'idée d'en faire plusieurs fois d'affilée. Mais quand on parle d'une activité comme une exploration en kayak ou une descente en tubing, les gens se disent c'est une activité et on l'a fait une fois dans son séjour. Alors qu'en fait non, c'est pas une activité. C'est une manière d'explorer. Exactement, c'est une manière d'aller explorer un territoire, un lieu, une rivière, etc. Donc on l'a fait en kayak comme on pourrait la faire en autre chose, mais c'est le kayak qui est le plus approprié. Donc oui, on va proposer plusieurs fois du kayak. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui voudront pas parce qu'ils auront l'impression de faire la même chose. C'est dommage. Qui n'est pas le cas et c'est dommage. Mais bon, c'est leur choix. Aussi, alors, ces voyages exploratoires, il faut dire que ça a quand même un grand intérêt pour nous, c'est qu'on arrive à partir à moindre coût quand même, par rapport au voyage en famille. C'est sûr, c'est souvent hors saison et on part à 2 au lieu de partir à 4 ou à 6. C'est pas la même chose, hein. C'est tout de suite pas du tout les mêmes volumes d'argent. Donc c'est vrai que quand nous on a un besoin d'aller chercher de l'information, entre y aller tous ensemble en été pour un voyage qui va coûter 2 ou 3 fois plus cher que d'y aller sur 10 jours de manière compacte à 2, c'est vrai que ça nous permet
de nous occuper de cette récolte d'informations à moindre coût. Et ça, c'est pas négligeable. Ça, et notamment de tester, c'est lors d'un voyage exploratoire en Floride qu'on a testé la balade à cheval. Et que d'ailleurs qu'après, on a refait quand on est reparti en Floride. Alors, et voilà. du coup, avec les enfants... Les activités très chères, c'est vrai qu'on avait tendance à les mettre notamment sur des séjours, on n'est que 2, parce que du coup, comme ça coûte nettement moins cher. Mais c'est vrai qu'il arrive on découvre des activités tellement bien que finalement, on y retourne lors d'un voyage suivant avec les enfants pour leur faire profiter de ces découvertes. Alors, ce qu'il faut dire aussi, ce que nous permet ces voyages exploratoires, c'est d'avoir un rythme beaucoup plus intense à 2 et sur une période plus courte. Oui, les deux sont vrais. Quand on est 2, on va plus vite, on est prêt plus vite, on est orienté là-dessus, etc. Et donc, du coup, on peut faire beaucoup plus de choses dans une journée. Mais aussi, comme on sait qu'on n'est pas sur un voyage de 8 semaines, on va pouvoir augmenter l'intensité de chaque journée pour faire le maximum de choses. On ne pourrait pas tenir ce rythme-là sur 4 semaines. Souvent, Non. on le sent à la fin des 10 ouais. jours de ce voyage, du voyage exploratoire. On se dit, il est temps qu'on rentre parce qu'en fait, on est sur les rotules. Bon, on n'a aucune pause. Énormément profité, mais voilà, c'est très très intense. Mais du coup, ça a cet avantage-là. Un des objectifs aussi de nos voyages exploratoires, comme on avait dit, c'est aussi de valider des options et des circuits qu'on a élaborés à partir de Paris. Oui, c'est important parce que, donc on va en reparler, on fait beaucoup de préparation en amont, mais on a besoin du feedback sur place. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir dans la préparation en amont. Par exemple, la durée. La durée que va prendre une randonnée ou un circuit pédestre qu'on a fait en ville. Oui, on a le kilométrage, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, en étant sur place, on se rend un peu mieux compte de ce que ça permet de faire. Par exemple, en mai dernier, on a validé effectivement notre circuit sur Key West. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, que de temps en temps, on pouvait mettre une partie du circuit en option, éventuellement. Parce que si les gens le faisaient, ce circuit-là, en été, sous les fortes chaleurs, là, ce serait plus difficile. C'est un peu dur, donc ça permet ambitieux, d'ajuster. donc on peut proposer des variations pour des temps plus courts. Et par exemple aussi, on avait, quand on était allé à New York, comme ça, on avait donc validé des circuits qu'on avait déjà. Et on voulait tester de nouveaux circuits, notamment à Jersey City, à Hoboken et à Brooklyn, downtown Brooklyn. Et en fait, donc, on a validé nos circuits Jersey City et Hoboken. Par contre, celui de Brooklyn, downtown Brooklyn, pour l'instant, il ne nous plaît pas. Et on ne le propose pas. Ouais, on n'a pas réussi à trouver il n'est pas au niveau des autres, non. en fait. Il n'est pas au niveau des autres, il n'y a pas la même densité, donc finalement, on l'a mis de côté. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu se rendre compte qu'une fois sur place. Il y a plein de petites choses qu'on se rend compte sur place. Des choses compliquées à faire à distance, c'est les parkings. Les parkings, l'information, c'est très très compliqué. Donc là, on se rend mieux compte une fois sur place. Il y a aussi l'ambiance du quartier. On peut se rendre là dernièrement donc à Miami, quand on est allé voir le musée de l'histoire de Miami, qui était très bien, comme ça, qu'on ne mettra pas forcément parce que peut-être que les gens n'auront pas le temps de le faire. Par contre, le quartier était plutôt compliqué. Ouais, c'est un quartier administratif avec énormément de SDF. C'est pas très agréable, donc on se dit que est-ce que ça mérite vraiment ça? Pas forcément. Donc voilà, typiquement, ça c'est quelque chose qu'on se rend compte quand on est sur place. Voilà. Bon, et la dernière raison de nos voyages exploratoires, cet hiver, il faut quand même l'avouer, hein, on peut le dire, hein, c'est une bouffée d'oxygène pour nous quand même. Hein. On en profite pour ça, hein. C'est-à-dire que malgré tout, on aime tellement ça que même si c'est très très orienté boulot, même si c'est très exigeant, même si c'est très intense, c'est vrai que c'est hyper agréable de se retrouver, d'avoir cette coupure. Et de se retrouver dans l'exploration, dans la découverte, dans le test. On adore ça et ça, dans des années qui sont parfois un petit peu dures, en milieu d'année ou en hiver, avoir cette petite capsule où on va se déconnecter complètement pour se plonger dans toutes ces activités, dans toutes ces découvertes, c'est super agréable. Maintenant, on en vient cet hiver à la préparation d'un voyage exploratoire. Alors, effectivement, c'est une partie importante, la préparation du voyage exploratoire, parce que en fait, il faut comprendre que 80% du travail qu'on fait, c'est en amont. Donc, autant ce voyage exploratoire, il nous paraît nécessaire, mais il nous paraît nécessaire comme un aboutissement d'un travail beaucoup plus important qui est fait en amont. Donc, 80% du boulot, c'est avant.
et 20% du boulot, c'est pendant ce voyage exploratoire. Mais ces 20% sont essentiels, parce que c'est ça qui va nous permettre de valider sur place tout ce qu'on peut parallèlement juger à distance, comme on l'évoquait. Voilà. Et ça nous amène à une contradiction, en fait. En fait, on a l'impression, on dit que c'est un voyage exploratoire et de découverte, mais les découvertes, en fait, c'est pas sur place qu'on va faire les découvertes, pas réellement les découvrir. La plupart du temps, non. La plupart du temps, les découvertes, on les fait dans notre bureau, à Paris, sur une carte Google Maps, avec 46 et des forums ouverts, en cherchant de nouvelles options. Et c'est là qu'on fait les découvertes. Mais après, on doit les valider sur place, et c'est à ça que servent ces voyages exploratoires. Alors revenons justement à cette carte qui est le début de notre préparation d'un voyage d'exploration cet hiver. Donc c'est une carte Google Maps qu'on fait. Alors effectivement, quand on fait un voyage exploratoire, bon, d'abord on choisit la région, le lieu, voilà, on veut choisir, on veut faire la Floride, on veut faire la Californie, etc. On choisit la durée, est-ce qu'on a une semaine, est-ce qu'on a 10 jours, est-ce qu'on a 15 jours, parce que ça va influer sur les choses. Et après, une fois qu'on a ça, effectivement, on va ouvrir une carte vierge. Et cette carte vierge, on va la remplir. L'alimenter. On va l'alimenter avec plein de choses. Alors d'abord, on peut l'alimenter pour démarrer avec d'anciennes cartes. Parce que comme on fait ça depuis longtemps, il y a toujours des cartes qui restent de ce qu'on n'a pas fait les fois précédentes ou de choses qu'on avait notées au fil des années, etc. Donc et rien qu'avec ça, de toute façon, ça serait suffisant. On pourrait, voilà. Donc ça, c'est souvent le point de départ. Et après, à partir de ce point de départ, on va rajouter des points. On va travailler à partir de sites de tests et de reviews comme TripAdvisor, comme Yelp, comme Google aussi, Google Maps. On va travailler avec des sites spécialisés d'attractions, Roadside America, etc. Et on va mettre des points. On va rajouter beaucoup de points. Et même une partie de ces points, on les travaille directement sur la carte. En fait, une fois qu'on a des points, on zoome sur les endroits, on se met en vue satellite, on regarde autour, et puis on va découvrir, tiens, c'est bizarre, effectivement, il y a ça à cet endroit, mais là, un petit peu plus loin, je vois quelque chose, ça m'a l'air intéressant, je vois une plage, personne ne nous en a parlé, mais là, elle a l'air sympa, est-ce que je peux avoir des photos? On cherche. Un petit musée sympa aussi. Un petit musée, etc. Et on va rajouter des points comme ça. Dans les explorations de ville, c'est pareil, on va beaucoup travailler avec les cartes, avec les vues satellites, pour découvrir un petit jardin caché, une terrasse qui semble accessible. On va chercher et on va découvrir des points de cette manière-là. Cette étape-là, on l'a fait aussi une autre fois, un peu plus tard en fait. Une fois qu'on a sélectionné un petit peu notre itinéraire, là on va après affiner, effectivement. Quand on saura un petit peu quelles sont les étapes, les lieux où on va rester, on va regarder s'il n'y a pas d'autres choses à faire dans ces lieux-là. Donc une fois qu'on se retrouve avec une carte avec des centaines de points littéralement, déjà on va un petit peu avoir une idée de l'itinéraire et on va avoir une idée de là où on ne va pas passer. C'est-à-dire que si on a un point isolé à 200 km de tous les autres, on se dit que probablement ce point on ne va pas le garder. Non, il y a 99% de chances qu'on ne le garde pas. Mais donc on va faire une première ébauche d'itinéraire et ensuite à partir de là, on va aller retravailler les points et alors là on va repasser ensemble sur chacun des points un par un et on va re-regarder et on va dire ok, ce point il nous avait interpellé, est-ce qu'on le valide, est-ce qu'il a l'air aussi bien que ça en comparaison des autres points qu'on a vus avant, après, etc. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait les points ont été mis sur plusieurs mois en fait, et donc un point qui nous paraissait intéressant au départ, après quand on le compare avec de nouveaux points, finalement, on se dit, non, il est beaucoup moins intéressant. Et du coup, on va jouer avec des codes couleurs. Les points qui nous semblent vraiment bien, on va les mettre en vert. Les points où on a doute, on va les mettre en jaune. Et les points que finalement, on va penser éliminer, on va les mettre en rouge. Et on va avoir un nombre de points verts qui va se trouver plus limité. Et là, on va pouvoir passer à l'étape dans laquelle on va se dire, ok, combien de temps on passe à quel endroit. Et on va essayer de mettre ces visites et ces points dans un calendrier. On va dire ok, jour 1 entre tel endroit et tel endroit, on regarde notre carte, ok, on voit 25 points. Bon, sur ces 25 points, lesquels sont vraiment importants? Il y en a qui peuvent être bien et qu'on enlève tout simplement parce qu'il y en a un qui est mieux plus tard. C'est-à-dire que là on a vu un fort, il a l'air très chouette, mais on va pas mettre 4 forts dans le séjour, et il y en a un plus loin qui a l'air mieux,
Et ben du coup, on va garder celui-ci, on va enlever le premier qu'on a trouvé. Pareil pour des plages. Après, il faut que ce soit aussi endroits. compatible avec les itinéraires qu'on propose aussi aux clients. Exactement. Donc on va faire tout ce travail et progressivement, on va voir apparaître un itinéraire avec des points de recherche, de balade, d'itinéraire, etc. Et c'est ça qui va être la base de ce travail d'exploration sur place. Donc là, effectivement, on fait un dernier tri pour conserver de la diversité. Ça, c'est très important aussi, effectivement. Et donc là, on a un itinéraire jour par jour qu'on met donc sur un calendrier en ligne et on répartit les points retenus. Après, il y a une petite étape que je fais, moi, effectivement, je cherche des événements. Ça peut aussi un peu orienter parfois, légèrement modifier notre itinéraire. Comme on vous a dit, on teste une nouvelle saison, donc on peut tester de nouveaux événements. Et à partir de là, on fait un carnet de route. Hein, où on détaille effectivement jour après jour ce que l'on fait. Alors, dans la préparation, là, on a parlé effectivement d'itinéraire, des lieux, des activités qu'on va faire, mais il y a aussi une autre partie de la préparation qui est aussi, on essaye de détecter de nouvelles chaînes de restauration ou de restaurants indépendants. Et aussi, ça nous permet soit de tester de nouveaux hôtels pour nos clients. Enfin, généralement, on essaye de trouver donc plutôt des hôtels pas chers. C'est un peu, sinon les hôtels chers, on sait qu'ils vont être bien. Enfin, il n'y a pas besoin. Hein. Mais les hôtels pas chers, on essaye toujours de trouver quand même des solutions correctes pour nos clients, sachant que de temps en temps, on connaît certains. On a pu les conseiller et on n'a pas forcément de temps en temps de bons retours. Hein. Il y a ça peut arriver, ou alors dans rare, le temps, ça se modifie. On se dit, est-ce que sur place, c'est pas pareil? Donc c'est vrai que souvent, on teste rarement des hôtels bien notés. Ils sont bien notés, c'est qu'ils sont bons, il n'y a pas de problème majeur et on n'a pas de soucis. Mais il y a des hôtels qui sont moyennement notés, et sur lesquels on hésite un peu. Il y a des gens qui disent c'est bien, il y a des gens qui disent c'est pas bien. Et on a du mal à voir en quoi ce serait suffisant ou pas suffisant, etc. Sur le dernier voyage en Floride, on a testé plusieurs hôtels qui avaient des notations assez moyennes et on voulait se rassurer sur le fait que quand on les propose, c'était quand même d'un parce que nous paraissait correct. Ouais. Et là, effectivement, que ce soit à Miami Beach, on a retesté le James Hotel et franchement, on l'a validé parce que la localisation, elle est top, la chambre, elle est correcte. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Dans les Keys, à Marathon, on a revalidé King Sam Motel, qui est même mieux, à mon avis, qu'à l'époque où on l'avait testé il y a une quinzaine d'années. Donc on peut retester à Clearwater aussi, on a testé un hôtel qu'on mettait souvent, qui était vraiment bien. Et donc voilà, on peut tester ces hôtels qui pourraient être limites et dans lesquels, indépendamment de la note, un avis sur place permet de valider ou de ne pas valider une étape. Donc, une fois qu'on a préparé effectivement notre voyage, on va voir comment ça se passe sur place. Alors, c'est la dernière partie de ce podcast. Comment se déroule un voyage exploratoire? Donc, c'est 20%. Donc, on a fait 80% du travail. C'est des heures et des heures de recherche, de préparation, d'organisation. Et puis, du coup, après, on va se retrouver sur place. Et là, en fait, on démarre une sorte de marathon. Oui. Dans lequel on part sur un rythme élevé, car on veut tester un maximum de choses, un rythme très soutenu. Donc en gros, les journées commencent autour de 7 heures. Quand je dis qu'elles commencent à 7 heures, ça veut dire qu'on se réveille. Ça veut dire qu'on part de l'hôtel, généralement dans ces eaux-là, et on rentre plutôt tard, vers 21 heures, des fois plus tard s'il y a un événement. Pour tout dire, en fait, quand Hiver dit effectivement 7 heures, c'est on part en voiture. Voilà, on décolle de l'hôtel à 7 heures. Mais avant, généralement, toi, tu t'es levé 1 à 2 heures avant pour pouvoir répondre vers 5 heures du matin. Pour répondre aux mails des clients, comme ça. Et moi, je suis plus à me coucher plus tard le soir parce que moi, je traite tout ce qui est photos, vidéos et autres pour notre stock. Hein. Nous, on sert effectivement de ces vidéos pour tous nos posts sur Facebook et Insta et aussi pour les visios qu'on fait avec nos clients quand on leur montre les régions et les activités. Et bien sûr, j'envoie les photos à la famille et aux amis. Et alors, c'est là, avec ce rythme extrêmement élevé d'exploration, c'est là qu'on se rend compte sur place qu'il n'est impossible de faire des recherches complémentaires une fois qu'on est sur place.
C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut tester que ce qu'on a déjà identifié, installé dans un programme, etc. On ne peut pas identifier de nouvelles options. En fait, on a différentes options. On peut faire le choix sur place entre l'option A et B, mais on ne pourra pas se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une option C? Ça... Voilà, on ne peut pas commencer à se dire, tiens, on est là, qu'est-ce qu'il y aurait à manger dans le coin? Non, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Il faut qu'on ait déjà prévu. Donc nous, on a prévu à tous les endroits où on passe. On sait que si on est à cet endroit-là et que c'est à l'endroit qu'il faut manger, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a disponible, qu'est-ce qu'on veut tester, etc., etc. Donc c'est vraiment un rythme très très soutenu. Alors il faut dire qu'on parle d'un rythme soutenu, mais un rythme qui est quand même différent entre le rythme dans les agglomérations, dans les villes, du rythme en dehors des villes quand même. Oui, dans les villes, le rythme il est encore pire parce qu'en fait, il n'y a pas de temps de pause comme un peu de conduite entre deux points qui permet un peu de refaire tomber la pression. Là, on est continuellement dans l'exploration, le test, etc. C'est vrai que quand on est sur la route, même si la journée est bien remplie, le rythme est un petit peu plus lent. On est plus sur des activités qui vont se succéder avec de la route entre eux, mais on va pas avoir le même rythme que sur un test de circuit dans une Non, les circuits, oui, on les fait de A à Z. Et vraiment, on fait tout. Donc là, c'est vraiment un rythme assez soutenu. Et quand on dit, donc on teste toutes les activités, notamment lors du dernier circuit, le voyage en Floride, on a testé une nouvelle source chaude, cet hiver, que tu avais très envie de tester. Une source tiède même, plutôt que chaude. Ouais, elle s'appelle Warm Spring. Oui, warm, donc tiède. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, c'est pas Hot Spring. T'as raison, effectivement. Et là, effectivement, on s'était dit, tiens, pourquoi pas cette source, ça peut être intéressant, notamment pour des voyages en hiver, cet hiver pour nos clients. Oui, l'idée c'était de se dire, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de sources tièdes en Floride quand il fait beau et quand il fait chaud et que la mer est à 30 degrés, évidemment. Mais il y a quand même des gens qui vont en Floride en hiver. La température de l'eau en mer, elle peut être basse. Là, s'il y a une source tiède, ça pouvait être une occasion d'aller se baigner dans une eau plus agréable. Et disons que c'était une semi-confirmation, c'est-à-dire que... Pardon Vas-y, j'attends Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? On va pas le conseiller de prime abord, mais des gens qui pourraient pas du tout se baigner en hiver parce que les températures sont trop froides, moi je trouve que c'est sympa d'aller profiter d'une eau naturelle. Alors moi j'ai un avis beaucoup plus mitigé quand même. C'est pas la meilleure expérience qu'on ait eue. Ça restait sympa. Ouais, bon. Ça va. C'est sympa et cher. C'est un peu cher. C'est le point le plus bloquant pour moi, ce serait celui-là. Mais évidemment, on va pas le proposer. C'est le rendez-vous des personnes âgées en plus. Et alors, qu'est-ce que ça change? Oui, non, mais là, non. Pas bon. Voilà. Après, on teste donc les chaînes de restauration, des nouvelles chaînes. Alors là aussi, on va faire jouer beaucoup de choses qu'on va se rendre compte sur place. Donc par exemple, sur ce dernier voyage exploratoire en Floride, on a testé une chaîne de tenders de poulet qui s'appelle Slim Chickens, qu'on avait identifié. On a trouvé que leurs tenders et leurs sauces étaient un peu en deçà de ce qu'on peut trouver sur la scène de référence qui pour nous est Raising Cane's. Mais en revanche, il y a une carte beaucoup plus élargie, il y a plus de choix. Ils proposent des chicken waffles, ils proposent des bowls de mac and cheese avec du poulet, etc. Ils ont un choix de sauce beaucoup plus large. Donc, pourquoi pas voilà. Pour des gens qui souhaiteraient avoir plus de choix. Donc ça peut être une nouvelle chaîne qu'on peut proposer dans certains cas. Voilà, donc là on va juger comme ça, mais des fois il y a des chaînes où on va trouver que le rapport qualité-prix n'est pas intéressant et on va du coup ne pas les valider et passer à autre chose, quoi. Là on avait testé justement Mission Barbecue et là on a bien aimé effectivement cette chaîne. Une nouvelle chaîne de barbecue, et on a surtout testé une autre chaîne de barbecue qui est propre à la Floride, qui s'appelle Three Rivers Barbecue, et qui était juste incroyablement mais bon, c'est propre à la Floride. Donc, mais on l'a directement inclus dans les prochains carnets de route. Et donc c'est vrai que comme on n'est que deux, on en profite effectivement. C'est-à-dire l'été, on a un budget nourriture qu'on doit tenir, et parfois donc on est à 4 ou 6 sur ce budget, alors que là, à 2, on teste tout.
On teste tout. Alors, Genre- quand on dit qu'on teste tout, on a quand même une Oui. limite. Oui. Et la limite, C'est notre estomac. estomac. C'est vrai Et, qu'on a plus de... Ouais. plus on vieillit, plus notre limite augmente. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout capable de faire des marathons de nourriture et de tester 25 Comme on faisait à adresses New par York, jour, comme on ouais. faisait à New York dans les premières années. Et maintenant, c'est compliqué. Alors, donc, en fait, quand on va, on teste, on partage énormément Ouais. parce que sinon, on se dit c'est impossible. On a encore 3 autres adresses à faire derrière. Donc on essaye de partager des petites choses et on se force pas forcément à tout finir parce que sinon, c'est juste impossible. Voilà, ouais. On peut dire aussi que plus on voyage, en fait, plus on a de piqûres de rappel sur ce qu'impliquent les voyages et ce à quoi pourraient être confrontés nos clients, Siver. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, la nécessité de gérer les imprévus. Ouais, un voyage est forcément fait d'imprévus. Tous nos clients en font l'expérience à un moment ou à un autre. Et nous aussi, on en fait l'expérience. Et c'est vrai que là, on se rend compte que c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on est, qu'on aime les voyages. C'est que on est assez imperméable aux imprévus. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adapte avec beaucoup de facilité. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourtant, on ne serait pas forcément comme ça dans notre vie de tous les jours pour d'autres choses. Non, mais là, on sait qu'on a de la chance de voyager quand même. Et on veut profiter. Voilà, mais c'est vrai qu'on a profite des choses. on a des fois des réactions de clients qui sont extrêmement déçus parce que quelque chose n'est pas possible, annulé ou déplacé. Les conditions climatiques ne permettent permettent pas de faire. Et on a des retours clients qui sont on était vraiment ultra déçus, on n'a pas pu faire ça. Et, oui, sur un point. Hein. Et en fait, oui, sur un point. Et nous, c'est vrai que ça nous arrive très très souvent. Voilà, là, en Floride, on a été bloqué. Quand même, on a été bloqué pendant 5 heures. 5 heures à l'arrêt sur une autoroute, sans bouger la voiture. À quelques miles de notre hôtel. En fait, on devait faire 3 heures pour sortir des Keys, on a mis 8 heures. Ouais. On a fini 2 nuits. On ne savait pas si on pouvait faire l'activité du lendemain. Parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir rejoindre l'hôtel, etc. C'est vrai qu'on aurait pu être agacé, on aurait pu dire ah là là, ça perturbe toutes nos choses. Et en non. Déjà, on était content que ce soit pas un accident et qu'on n'était pas victime de cet accident déjà. Ouais, c'était des feux de broussailles qui bloquaient la route. Et voilà, on fait avec, on s'adapte et puis on passe à autre chose. Il y a tellement de choses chouettes dans le séjour, on va pas retenir les 2 ou 3 choses ratées ou qui n'ont pas été possibles. Il y a aussi la gestion des repas, effectivement, qu'on voit. En fait, généralement, quand même, on mange quand on a l'opportunité de manger. Hein, on peut dire ça comme ça, Siver, généralement. C'est-à-dire que... C'est ce qu'on conseille, en tout cas. Dans nos programmes, c'est comme ça. Il y a les activités et quand on a fini, on dit « Ah, il est quelle heure ?» et on regarde effectivement ce qui est disponible. Enfin, il y a des choses sur place qu'on va... malgré tout, on a beau dire qu'on fait tout à l'avance, on a tout prévu et on ne peut rien découvrir sur place. Alors, il reste une part de choses qu'on découvre sur place. Un exemple, lors du dernier séjour en Floride, on avait prévu de tester un musée qui était le musée des forces spéciales américaines, des Navy Seals, qui se trouve à Fort Pierce. Et du coup, t'avais vraiment insisté pour qu'on le fasse. Il avait l'air chouette et il était... C'est vrai. Chouette. Il était vraiment super bien. Donc on a testé ce musée. Vraiment, il est très chouette. Donc ce sera une étape qu'on proposera aux gens qui peuvent être intéressés par ce genre de choses. Mais ce qu'on a découvert et qu'on n'avait pas forcément envisagé avant, c'est qu'il est attenant à une plage, qui est vraiment super belle, super sympa. Ouais. Et du coup, ça peut faire un combo qui marche très bien. On peut couper la route quand on est entre Orlando et Miami par un arrêt au musée. La petite ville est très sympa aussi. Et puis aller se tremper, aller piquer une tête dans l'océan. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une découverte qu'on a rajoutée sur place parce qu'on s'en est rendu compte parce qu'on était là, quoi. Ce dont on se rend compte également aussi, Siver, c'est que tout arrêt prend du temps. Il n'y a pas de petit arrêt de 5 minutes. Ça, c'est juste impossible. Prendre de l'essence, c'est pas 5 minutes. Faire une petite pause pour manger, ce n'est pas 5 minutes. T'es d'accord? Oui, c'est vrai qu'on a eu une tendance à sous-estimer tout ce qui est les à-côté, les petits arrêts, etc. Et non, il ne faut pas le faire. Et c'est important parce que quand on planifie une journée, si on se dit, si on ne prend pas la marge de sécurité pour ces arrêts supplémentaires, parce qu'on va avoir besoin de faire le plein, on va avoir besoin de s'arrêter pour
pour prendre une glace, etc. On va avoir un rythme qui ne sera plus tenable. Donc ça, c'est important de bien sentir ce rythme-là. Voilà, mais je pense que là, on a fait... tu Oui, vois un dernier point? Pour résumer, l'information, on l'acquiert avant. Ce qu'on cherche surtout sur place, dans ces voyages exploratoires, c'est le ressenti. On veut être capable de juger un ressenti qu'on ne pourra pas voir autrement. Je prends un dernier exemple qu'on a eu sur ce dernier voyage. Des balades dans un environnement naturel, par exemple en forêt. On en a mis plusieurs dans le dernier séjour. Sur le papier, elles sont toutes aussi bien notées les unes que les autres. Et sur le papier, les photos étaient toutes à peu près équivalentes. Une fois sur place, clairement, il y a certaines balades qui sortent du lot de manière très très importante par rapport à d'autres. Parce qu'en fait, une fois sur place, il y en a dans lequel en fait, quand les gens prennent des photos et mettent des photos d'une balade, on ne sait pas si c'est un endroit de la balade ou toute la balade qui est comme ça. Et ce n'est qu'une fois sur place qu'on peut se rendre compte que oui, c'est vrai qu'il y avait d'endroits sympas, mais on a quand même aussi marché sous le cagnard pour rejoindre l'endroit et c'était moyen. Tandis que dans telle autre balade, du début jusqu'à la fin, on était dans la forêt subtropicale, dans un environnement incroyable. Parce qu'en fait, les avis, parfois, les avis, c'est les avis parfois des locaux. Alors, c'est très intéressant, l'avis d'un local, mais souvent, lui, c'est pour aller promener son chien. Donc, il trouve que la balade est extraordinaire pour pouvoir balader son chien. Alors que là, nous, effectivement, on cherche un petit peu plus. On a fait des milliers de kilomètres, voilà. Donc c'est vrai donc voilà, c'est ce ressenti-là qu'on ne peut pas avoir à distance et qu'on va aller chercher sur place. Et donc quand on dit que c'était des voyages exploratoires pour acquérir de l'information, l'acquisition d'informations, on va la faire en amont dans la préparation de ce voyage. Et après sur place, on va acquérir une autre donnée essentielle qui est quelque chose plus de l'ordre du ressenti et de l'émotion. Et c'est ça qui va... les deux cumulés vont nous permettre de vous proposer des choses toujours plus sympas en dehors des sentiers battus et qui vont vous sortir de votre quotidien. J'espère qu'on aura réussi à vous faire voyager et donner envie d'explorer également les États-Unis. Et on vous dit à très bientôt. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment à l'écoute du podcast Voyager aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez écouter nos prochains épisodes. Vous pouvez également poursuivre l'expérience sur notre blog voyagerosetats-unis.com ou nous contacter directement si vous souhaitez être accompagné dans la conception de votre prochain voyage aux USA. On vous dit à très très bientôt pour encore plus de soleil et de voyage au prochain épisode de Voyager aux États-Unis, le podcast.